Salut et bienvenue sur École Très Facile. Alors, on se retrouve une fois de plus pour parler cette fois de mathématiques. Dans notre chapitre abordé, les nombres complexes dans leur première partie. Bien sûr, on aura fait ultérieurement une autre partie. Nous avons commencé cette notion par une première étude qui est l'étude algébrique, c'est-à-dire notre nombre complexe. Rappelons que l'ensemble est grand C. Notre nombre complexe petit z qui est vu sous la forme A plus IB. Avec A et B, des nombres réels, bien sûr. Rappelons, on a Z égale à A plus IB. Un petit briefing sur la partie algébrique. A plus IB avec A et B des réels. Bien sûr, A qui est la partie réelle et B qui porte I qui est la partie imaginaire. C'était cette première façon de voir les complexes. Alors, dans cette vidéo, on va grandir un peu. Nous serons toujours dans les complexes, dans l'ensemble grand C. On appellera toujours Z un complexe, mais ce complexe sera vu autrement. En dehors de partie réelle A, partie imaginaire B, on verra une autre étude, une autre considération qui sera cette fois la considération trigonométrique. Alors, dans cette étude de trigonométrie, puisqu'on parle toujours des complexes, comment verrons-nous les complexes? Sera-t-il toujours sous la forme Z égale à A plus IB? Alors, on se retrouve après le générique pour découvrir. Alors voilà, ça ne nous fait pas de mal. Faisons un petit rappel sur l'étude algébrique. Alors, nous avons Z égale à A plus IB avec A qui est la partie réelle. On note ainsi RE de Z et B, pas IB. I, c'est là pour désigner que B est la partie imaginaire. Est noté IM de Z. Et on se rend bien compte que A et B, dans cette considération algébrique, n'ont rien à voir. A n'a rien à voir avec B. Ce n'est pas parce que A est 2 que B sera peut-être 3. Ce n'est pas parce que A est 5 que B sera 6. Donc on se rend compte que ces parties du nombre complexe, dans ma considération algébrique, ces parties sont indépendantes et n'ont rien à voir. Alors on se rend compte, et nous l'avons dit, nous le rappelons encore car c'est très nécessaire, dans ce nombre complexe, on a coexistence de deux dimensions totalement différentes, deux dimensions qui n'ont rien à voir. Puisque dans un même nombre, et c'est même pour ça qu'on l'appelle complexe, on a coexistence de deux dimensions différentes, il est donc utile de faire un rapprochement avec une considération du repère. Ça veut dire quoi? On pourra considérer un repère là, c'est très important, un repère à deux axes. Parce que notre nombre a deux dimensions, il faudrait absolument un repère à deux axes. Puisque ces deux dimensions n'ont rien à voir, ces deux axes doivent absolument être perpendiculaires. C'est donc la raison pour laquelle, pour notre étude des complexes, on pourra faire une correspondance ainsi graphique. Alors là, on a notre orientation, on l'a vu. Là, on a la partie réelle, on peut appeler les X. Et là, on a la partie imaginaire, qu'on peut appeler les Y. Ça veut dire que toutes les valeurs réelles seront portées ici et toutes les valeurs imaginaires seront portées ici. On se rend bien compte que pour un complexe donné Z égale à A plus IB, il y a sa correspondance graphique. Et cette correspondance graphique sera un point qui aura pour coordonnées. Premièrement, on commence avec l'horizontale, c'est la convention, A et la partie imaginaire B. On se rend bien compte que A et B sont indépendants. A peut être n'importe quoi et B peut être n'importe quoi. Alors là, on a A. Là, on a B, bien sûr notre origine là, et on construit notre point M. Alors, en fin de compte, où est-ce que je voulais arriver? Pour désigner un complexe, parce que n'oublions pas qu'on est dans le souci de désigner un complexe, on a vu qu'on pouvait désigner un complexe autrement que cette forme. Puisque notre complexe a eu sa correspondance graphique, on se rend donc compte que pour désigner un complexe, il suffira de situer ce point M dans l'espace, ou alors dans le plan si vous voulez, puisque là on a deux directions. Donc c'est-à-dire, peu importe comment je m'y prendrai, si je réussis à situer uniquement, quand je dis uniquement, ça veut dire une situation qui nous donne droit à une position exacte, si je réussis à situer ce point M, alors j'aurai trouvé une façon de définir mon complexe Z. Alors une première façon de situer le point M, on se rend compte que si on donne les coordonnées cartésiennes du point M dans mon repère, alors c'est une façon de situer Z.
Maintenant, on se rend compte que pour définir ce point M, on n'a pas nécessairement besoin des coordonnées cartésiennes A et B. Rappelons-nous, pour situer ce point M, je peux donner la distance entre le point M et le point O. C'est-à-dire, je peux dire dans mon repère où est-ce que doit se trouver le point M. Je dis, le point M doit se situer à un endroit tel que sa distance par rapport à O donne 2. Mais attention, ça ne suffit pas. Parce qu'on peut avoir notre repère là, on a notre point O. On veut que la distance de O à M donne 2. Ça peut être là, cette distance donne 2. Ça peut être là, cette distance donne 2. Ça peut être là, cette distance donne 2. Donc ça veut dire que donner la distance entre le point M, parce que n'oublions pas qu'on veut situer le point M pour trouver une autre façon peut-être utile de définir mon complexe. Mais on ne veut plus dire A, B, on veut définir autrement. Alors premièrement, on se rend compte que si on définit une distance, la distance entre l'origine et le point, on se rend compte qu'il y a plusieurs positions possibles, donc cela ne suffit pas. En dehors de la distance qu'il faut donner, ce n'est pas inutile, il faut encore donner l'inclinaison. Parce que quand je dis OM égale à 2, ça ne suffit pas. Mais si je dis OM égale à 2 et que l'inclinaison de M est peut-être 45 degrés, là on se rend compte que c'est là. Ça va être 45 degrés et la distance de O à M donne 2 et l'inclinaison est 45 degrés. Donc c'est-à-dire en fixant la distance entre l'origine et mon point M et en fixant aussi l'inclinaison de ce point M qui c'est peut-être par rapport à l'horizontale ou encore peut-être par rapport à la verticale, alors j'ai droit à une position exacte. Donc jusqu'ici, il faut mettre dans nos esprits que peu importe comment on s'y prendra, si c'est pour qu'on trouve le moyen de donner, peu importe la façon, la position exacte d'un point M, alors on aura trouvé une autre étude, une autre façon de désigner notre complexe. Alors ça veut dire que dans cette considération, dans cette étude de trigonométrie, là c'était les rappels, ça c'était l'étude algébrique. Là maintenant, puisqu'on a découvert une autre façon de désigner, de situer le point M dans mon plan, dans mon repère, alors on a donc droit à une nouvelle considération, l'étude trigonométrique. Dans cette étude trigonométrique, on aura besoin de deux informations. On aura besoin, premièrement, de la distance entre l'origine et le point M, que j'appelle une distance R, et on aura également besoin d'une inclinaison. Ça peut être l'inclinaison par rapport à la verticale, ça va donner une position exacte. Ça peut être l'inclinaison par rapport à l'horizontale. Donc on aura besoin d'une distance et d'une inclinaison. Avec ces deux informations, on aura situé exactement la position du point M. Alors, on va donc refaire notre repère, mais on ne va plus mettre le point M comme ceci, puisqu'on ne va plus l'identifier avec A et B. Là, c'était pour l'étude algébrique. Là, pour la considération algébrique. Là, il faudra faire un nouveau repère avec une nouvelle considération. Toujours les deux axes. N'oublions pas, parce qu'on a malgré tout deux dimensions indépendantes, deux axes perpendiculaires, comme ceci. La dimension horizontale pour les réels, n'oublions pas, on ne perd pas ça de vue. Et la dimension verticale pour les imaginaires, Y. Mais sauf que cette fois, on ne va plus dire M repéré avec A et B. On aura toujours notre point M qu'il faudra repérer cette fois avec une distance par rapport à l'origine, là, qu'on appelle R, et une inclinaison. Bien sûr, peu importe l'inclinaison, toute inclinaison nous permettrait de fixer exactement cette position. Mais ne choisissons pas aussi bêtement n'importe quelle inclinaison. On prendra, et vous comprendrez par la suite, qu'il faille que ce soit une inclinaison par rapport à l'horizontale. Donc, c'est-à-dire, là, on aura la θ. Alors, dans notre considération, on pourra donc dire un complexe vu de façon trigonométrique est défini avec deux informations. Premièrement, OM, la distance OM, qui est encore R, qui correspond à son module. On connaît tous la formule. Le module R défini par racine carrée de A carré plus B carré. Bien sûr, avec A et B, les parties réelles et l'imaginaire de l'étude algébrique. Ne soyons pas surpris. Chaque fois, on fera toujours un bond dans l'étude algébrique parce que ça, c'est la définition originelle du complexe. On ne pourra pas s'en passer. Alors là, on a OM et ça ne suffit pas. En plus du module ainsi défini qui est positif, on peut se rendre compte. On a également un angle θ qui est l'argument, qui est la mesure entre l'axe horizontal, disons I, porté par I, et mon vecteur OM. Et on connaît sa définition. C'est tel que le cosinus θ, on l'a vu dans les vidéos précédentes. AC, c'est la partie réelle sur ce module, et le sinus θ, c'est la partie imaginaire, cette fois, sur ce module R. Alors, bien sûr, tel qu'on a défini θ, n'oublions pas, si on veut, c'est vrai que ce n'est pas le but de cette partie, mais voici A, et là, voilà B. Bien sûr, pour qu'on ne se perde pas et on comprenne toutes ces formules de trigonométrie. Là, on peut se rendre compte
Alors, rappelons encore, un complexe vu sous forme trigonométrique est R et θ. Mais puisque on a le souci de décrire le complexe véritablement, parce qu'il y a une différence. Là, quand on met Z, quand on met comme ceci, Z, 2 points R et θ, c'est pour dire que pour définir notre complexe Z, on a besoin de R et θ. Oui, on a besoin de R et θ, il faut donc définir ce complexe. N'oublions pas que le complexe, peu importe comme il est vu, ça reste le complexe avec les mêmes informations de base, les mêmes informations originelles, avec une partie réelle, peu importe la façon dont on voit, et une partie imaginaire. Oh, ce n'est pas parce qu'on a vu deux nouveaux éléments là qu'on va s'égarer et dire que Z serait R plus I θ, par exemple, avec R, qui est sur une partie réelle, et θ sur la partie imaginaire. Non, ne faisons pas ça. C'est vrai, on a deux dimensions, mais on ne va pas charger la dimension réelle de n'importe quoi et la dimension imaginaire de n'importe quoi. Alors, Hanson, peu importe la façon dont on regarde le complexe, il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit. C'est que notre complexe, dans sa définition, peu importe sa définition, la partie réelle est une distance. Quelle distance? La distance sur l'horizontale. Et la partie imaginaire est également une distance. Quelle distance? La distance sur la verticale. C'est vrai que, sauf que cette fois, on voit le complexe avec R et θ, mais est-ce que R est dans cette distance pour qu'on puisse dire que c'est la partie réelle? Non. R n'est pas seulement cette distance, mais on se rend compte qu'on peut trouver cette distance en fonction de R. On se rend donc compte que cette distance, qu'il faut absolument charger la partie réelle avec, parce qu'on précise, peu importe la dimension, peu importe la considération, ce qui sera, la partie réelle sera chargée de cette distance dans ce repère, et la partie imaginaire sera chargée de cette distance. Alors, cette distance, c'est A, on peut se rendre compte. A, c'est R au cosinus θ dans notre triangle, et B, c'est R sinus θ. Alors, on peut donc dire que notre complexe Z, qui est partie réelle, plus I, partie imaginaire. Voilà, n'oublions pas, c'est vrai, on a de nouvelles considérations, mais dans le fond, ça reste la même chose. N'allez pas dire que l'étude trigonométrique est totalement différente de l'étude algébrique. C'est le même complexe, c'est la même valeur, c'est la même considération, mais juste écrit différemment pour un but bien précis. Alors là, si on veut encore être un peu plus présentable, on aura là cosinus θ plus I sinus θ. Alors là, lorsqu'on a un complexe donné, si on a A plus IB, c'est l'écriture algébrique. Mais si on veut ce complexe en écriture trigonométrique, ça sera R facteur de cosinus θ plus I sinus θ. Donc en somme, on dira, pour écrire un complexe sous la forme trigonométrique, il y a d'autres formes qu'on verra, on aura besoin de calculer premièrement le module. Le module se calcule comment? La racine carrée de la somme des carrés des parties dans la forme algébrique. On se rend compte que c'est un pont. On quitte soit de algébrique pour trigonométrique et la réciproque est aussi possible. Et également, on calcule θ tel que son cosinus donne ça et son sinus donne ça. On n'aura pas de mal à savoir quel est l'angle dont le cosinus donne telle valeur, quel est l'angle dont le sinus donne telle valeur. Alors, lorsqu'on a ce R et ce θ suffisant, alors on pourra donc construire notre complexe sous la forme trigonométrique en mettant R le module dehors, cosinus θ plus I sinus θ ici à l'intérieur. N'oublions pas, bien sûr, parce que certaines personnes penseraient cela, c'est vrai, on a une partie réelle, une partie imaginaire, mais on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Si on a déjà une loi qui a été établie, cette loi va s'appliquer partout, peu importe la considération. Donc je tiens à repréciser cette ligne, Z avec R et θ, mais ça ne veut pas dire que Z sera R plus I θ. Attention, il y a les magiciens. Donc cette formule-là est fausse, il ne faut pas considérer. La bonne et vraie considération qui garde la même signature originelle serait R cosinus θ plus I sinus θ. Alors c'était tout pour cette vidéo où il était question pour nous de parler toujours des complexes dans notre première partie, de rappeler l'étude algébrique qui est l'étude qui nous permet de supporter toutes les autres études, introduire l'étude trigonométrique où cette fois on n'a plus besoin de A et B. Toujours est-il, il y a une partie réelle, une partie imaginaire, mais la partie réelle est vue avec deux choses, la partie imaginaire est vue avec deux choses, principalement le module et l'argument. Et on se rend bien compte, ce n'est pas deux études totalement indépendantes. On peut quitter d'une étude à l'autre, on peut quitter d'une forme à l'autre avec nos différentes formules de passage. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de nous faire savoir, laisser un commentaire, de partager, de recommander autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, d'actionner la cloche de notification pour être au courant à la sortie de la prochaine vidéo. D'une prochaine vidéo, on parlera toujours de ces belles choses. Alors, si vous souhaitez intégrer notre groupe de mathématiques, parce que nous avons un groupe de mathématiques,
allez dans la description de la vidéo, vous y trouverez le lien d'intégration. Alors, disons-nous à la prochaine vidéo, toujours pour parler de mathématiques, toujours pour parler des nombres complexes dans cette première partie, pour rappeler encore l'étude algébrique, pour se souvenir de la considération trigonométrique et pour appliquer de nouvelles formules, de nouvelles propriétés. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.